Amélie Dubois déchira son billet en deux, les mains fermes, son regard brun fixé sur l'hôtesse de l'air, Sophie Laurent, dont le badge doré brillait sous les néons de l'aéroport Charles de Gaulle. La prochaine fois, habillez-vous comme si vous méritiez d'être ici, lança Sophie, sa voix mielleuse mais teintée d'un venin subtil, un sourire crispé aux lèvres. Les deux moitiés du billet de première classe tombèrent dans la poubelle près de la porte d'embarquement, comme des confettis d'une célébration avortée. Amélie ne broncha pas, immobile, sa silhouette élancée contrastant avec l'agitation autour d'elle. Derrière, une file de voyageurs d'affaires s'était figée, mal à l'aise, leur regard oscillant entre curiosité et gêne. Philippe Garnier, un homme en costume gris impeccablement taillé, pianotait sur son téléphone, feignant l'indifférence, tandis qu'une femme en talons loup-boutin, Claire Beaumont, soupirait ostensiblement, agacée par l'interruption du rituel d'embarquement. Dans l'ombre de la cabine, le commandant Pierre Valmont émergea du cockpit, la cinquantaine élégante, son visage dur comme une statue de marbre sous son képi d'uniforme. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il d'un ton sec, bien qu'il ait déjà tout vu depuis le seuil de la porte. Sophie haussa les épaules, un geste complice, presque théâtral, comme si elle partageait un secret avec lui. « Pas de vérification prioritaire, tentative d'embarquer en premier, » répondit-elle, jetant un regard dédaigneux à Amélie. Pierre la détailla de haut en bas, un chemisier bleu marine légèrement froissé, un pantalon noir sobre, aucun sac de luxe ni bijoux ostentatoires, et surtout une absence totale de crainte dans ses yeux. « Madame, dit-il, sa voix coupante comme une lame, sans autorisation numérique ou statut élite, je vous demande de vous écarter pour laisser passer les vrais passagers de première classe. » Le mot « vrai » résonna comme une gifle, suspendant le brouhaha discret de la file. Quelques têtes se tournèrent, mais personne n'osa parler. Pas même Philippe, qui releva brièvement les yeux, avant de replonger dans son écran. Claire Beaumont murmura quelque chose à son voisin, un commentaire acerbe sur « les gens qui ne savent pas rester à leur place ». Amélie, elle, resta parfaitement immobile, son regard passant de Sophie à Pierre avec une précision glaciale, comme si elle disséquait leurs intentions. Puis, un sourire fugace effleura ses lèvres. Pas un sourire d'amusement, mais une étincelle de mémoire, un rappel des innombrables fois où elle avait entendu ce même jugement implicite. Vous n'êtes pas à votre place. Dans les salles de réunion feutrées de Paris, lors des pitchs pour des financements à Toulouse, dans les lounges VIP des aéroports internationaux, elle avait affronté ce regard, ce ton, cette assumption. Mais Amélie savait une chose que ses détracteurs ignoraient, les préjugés s'effondrent face aux faits. Et elle détenait les outils pour les faire tomber. Lentement, elle leva son poignet. Jetant un coup d'œil à sa montre connectée, un modèle discret mais technologiquement avancé, conçu sur mesure dans un laboratoire d'ingénierie parisien. Une alerte clignota sur l'écran. Comportement non éthique détecté. Volaf 300, 92, Paris-New York. Incident signalé. Activer ciel juste? Elle tapota l'écran, hésitant une fraction de seconde. Le timing était crucial, elle le savait. Une action prématurée pourrait diluer l'impact, mais attendre trop longtemps risquait de laisser l'incident s'effacer dans l'indifférence. Sophie, toujours postée entre Amélie et la porte de la cabine, croisa les bras, son sourire se durcissant. « Nous vous avons demandé poliment, madame. Si vous ne coopérez pas, nous appellerons la sécurité. » Amélie ignora l'hôtesse, son regard fixé sur un point invisible, comme si elle voyait au-delà des murs de l'aéroport. « Rangée 1A, siège côté hublot. Le mien, murmura-t-elle, presque pour elle-même, avant de hausser la voix, claire et posée. Vous venez de détruire une propriété fédérale. » Pierre ricana, un son grave qui trahissait son incrédulité. « Madame, c'est un billet d'avion, pas un décret présidentiel. » Les yeux d'Amélie se plissèrent légèrement, une lueur d'acier dans son regard. « Ce billet est enregistré sous la supervision de Ciel Juste. Il est tracé, numérisé et lié à un protocole éthique que vous venez de violer. » Sophie cligna des yeux, déstabilisée pour la première fois. Pierre fronça les sourcils, son assurance vacillant légèrement. Dans la file, un murmure s'éleva. « C'est quoi, Ciel Juste ?» demanda un voyageur en costume, sa voix à peine audible. Personne ne répondit, car à cet instant, un silence lourd s'installa, comme l'électricité statique avant un orage. Amélie fit un pas de côté, non pour reculer, mais pour fouiller dans son sac à main, un simple cabas en cuir noir, sans logo ni fioriture. Elle en sortit un billet de rechange, identique au premier, discret, sans les dorures tapes. Ah! L'œil des passes prioritaires classiques. Elle le brandit lentement, non pour l'équipage, mais pour la caméra de sécurité clignotant dans un coin du couloir d'embarquement.
Que le système décide, dit-elle, sa voix calme mais tranchante, comme une lame affûtée par des années de patience. La patience de Pierre s'effrita. Il porta son talkie-walkie à sa bouche et aboya. Sécurité à la porte 3A. Passagère perturbatrice. Besoin de renfort immédiat. Philippe Garnier, 3 rangées derrière, murmura à sa femme. Une blonde élégante en tailleur Chanel. C'est pourquoi il devrait mieux filtrer les gens. Quelle perte de temps. Sophie s'approcha d'Amélie, son ton désormais ouvertement hostile. Vous ne volerez pas en première classe aujourd'hui. Lâchez l'affaire. Ou vous ne volerez pas du tout. À cet instant, la montre d'Amélie vibra doucement contre son poignet. Une nouvelle alerte. Protocole ciel. Juste en attente. Confirmer activation? Oui, non. Elle tapota oui sans hésiter. Un léger ping résonna, presque inaudible sous le bourdonnement de la climatisation de la cabine. Mais ce son, si discret soit-il, marqua le début d'une tempête invisible. À cet instant précis, dans le centre de commande de Ciel Juste, niché dans un immeuble moderne du quartier de la Défense à Paris, des lumières rouges clignotèrent sur un écran noir. En 20 secondes, 4 aéroports français, Charles de Gaulle, Orly, Nice et Lyon, reçurent des perturbations de signal. En 45 secondes, la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, fut alertée par un drapeau éthique émis par une authentificatrice de niveau 1. À la minute, 200 vols, y compris la F392, furent gelés sur la plateforme Ciel Juste, leurs autorisations de décollage suspendues. Pierre Valmont, inconscient du séisme qu'il venait de déclencher, continua de fixer Amélie, son regard oscillant entre irritation et confusion. Sophie, elle, tapait frénétiquement sur sa tablette, tentant de signaler Amélie comme passagère perturbatrice. Passagère Dubois Amélie, siège 1A, statut non vérifié, drapeau perturbateur. Elle valida l'entrée sans vérifier les protocoles de la DGAC, sans scanner le code-barre du billet, sans même consulter le manifeste numérique. Juste une intuition, un préjugé et un zeste de pouvoir. Dans la cabine, l'atmosphère changea. Les murmures s'intensifièrent, les regards se firent plus insistants. Étienne Martin, un blogueur voyageur installé en classe affaires, leva discrètement son téléphone et commença à filmer. Barbu, la trentaine, vêtu d'un pull en cachemire et d'une écharpe en lin, il avait l'habitude de documenter ses vols pour son blog Voyage Libre, suivi par des milliers de lecteurs à travers la France. Quelque chose dans l'attitude d'Amélie, sa calme assurance, son refus de plier, l'intrigua. Il zooma sur ses mains, immobiles, posées sur son sac. « Cette femme sait quelque chose qu'ils ignorent », murmura-t-il à lui-même, tapant une note rapide sur son application. Vol AF392. Passagère en 1A signalée sans raison. Équipage ignore les protocoles. La DGAC doit voir ça. À quelques rangées de là, une jeune hôtesse, Claire Dupont, observait la scène depuis le galet avant. À peine 25 ans, elle était nouvelle dans l'équipe d'Air France, encore en formation. Elle avait entendu parler de Ciel Juste lors d'un séminaire, un système révolutionnaire de surveillance éthique, mais elle n'avait jamais imaginé le voir en action. Claire, avec ses cheveux châtains noués en un chignon impeccable, ressentit une pointe d'admiration pour Amélie. Elle remarqua la façon dont celle-ci restait stoïque face à l'hostilité, et une part d'elle, celle qui avait déjà vu des collègues ignorer des plaintes de passagers pour des raisons douteuses, voulut agir. Mais elle resta silencieuse, consciente que son statut de novice la rendait vulnérable. Amélie, toujours debout près de la porte, ouvrit sa tablette, un modèle léger et épuré, et tapa un mot de passe que personne d'autre ne connaissait. Un panneau de contrôle s'afficha, discret mais puissant. Ciel Juste, console d'incident en direct. Elle activa le mode de surveillance passive, visible uniquement pour les autorités de la DGAC et le Conseil éthique de l'aviation. D'un simple geste, elle tagoua l'incident. Profilage, humiliation publique, collusion systémique suspectée. Ses doigts ne tremblaient pas. Son pouls restait stable. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la documentation. À l'arrière de la file, Philippe Garnier se pencha vers sa femme et murmura, assez fort pour qu'Amélie l'entende. « Air France laisse vraiment n'importe qui en première classe ces jours-ci. Bientôt, ils tireront les sièges au sort. » Sa femme gloussa, un rire discret mais complice. Amélie entendit, mais ne réagit pas. Ciel Juste, en revanche, enregistra tout. Une alerte clignota sur sa tablette. Hostilité passager à passager. Biais P2P, détecté. Motif vocal capturé. Fichier audio stocké. Le système n'oubliait rien, et elle non plus. Étienne, toujours en train de filmer, sentit l'atmosphère s'alourdir. Il n'était pas en direct,
Pas encore, mais son instinct de blogueur lui disait de capturer chaque seconde. Il tapa un brouillon de tweet. Femme noire, en un œil signalée comme perturbatrice, sans vérification. Pas de scan, pas de contrôle d'identité, juste du préjugé. Vol à F3, 192. La DGAC doit enquêter. Éthique and vol. Il hésita avant de poster, jetant un nouveau coup d'œil à Amélie. Sa posture, droite et immobile, semblait presque orchestrée, comme si elle laissait volontairement la situation s'envenimer. Dans le galet, Claire chuchota à une collègue plus âgée, Marianne. Ils n'ont même pas vérifié son billet correctement. C'est contre le protocole, non? Marianne haussa les épaules, habituée à fermer les yeux. Laisse courir, gamine, ça finira par se tasser. Mais Claire, troublée, garda les yeux sur Amélie. Pierre revint du cockpit, son casque autour du cou, et lança un regard à Sophie. Un regard qui disait « Règle ça, vite ». Sophie hocha la tête, comme si c'était une routine. Quelques minutes passèrent, et l'avion restait cloué au sol, la porte toujours ouverte. Amélie s'assit enfin à sa place, Una. Côté hublot, ses jambes croisées avec élégance, sa tablette posée sur ses genoux. Elle ouvrit un nouveau panneau sur son écran. Ciel juste. Journal de bord actif. Vol AF 392. Enregistrement cabine activée. Commandant Pierre Valmont. Hôtesse principale, Sophie Laurent. Note. Drapeau perturbateur entré sans vérification. Elle n'avait pas besoin de parler. Le système parlait pour elle. Étienne, depuis la rangée 8C, continua de filmer, son objectif capturant l'étrange tension qui emplissait la cabine. Il n'y avait plus de silence innocent, mais une lourdeur systémique, une orchestration implicite du rejet. Soudain, la tablette de Sophie clignota en rouge. Erreur, accès suspendu. Verrouillage éthique, ciel juste niveau un initié. Elle fronça les sourcils, tapant à nouveau, sans succès. Pierre, alerté par un message du cockpit, réapparut, visiblement agacé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'intercom du cockpit grésilla. Commandant, le contrôle aérien signale un retard. Problème de synchronisation d'autorisation. Pierre jura à voix basse et retourna à l'intérieur. Amélie, elle, ne leva pas les yeux. Sur sa tablette, une alerte s'afficha. Verrouillage, ciel. Juste activé. Notification DGAC. Confirmé. 200 vols en attente. Vérification éthique déclenchée. Ses yeux se plissèrent légèrement. Dehors, le tarmac scintillait sous le soleil parisien, tout semblait normal. Mais dans la cabine, une tempête silencieuse se préparait, et personne, ni Sophie, ni Pierre, ni Philippe, n'avait la moindre idée de l'ampleur de ce qu'il venait de provoquer. L'étrangeté résidait dans le silence. Pendant près d'une minute entière, la cabine de première classe resta figée. Pas un bruissement de journal, pas un tintement de verre, pas même un toussotement discret. Amélie, assise en 1A, main posée sur sa tablette, son sac rangé sous le siège, semblait presque invisible. Pourtant, chaque passager la regardait, certains avec méfiance, d'autres avec curiosité. Étienne continuait de filmer, zoomant sur ses mains immobiles, son calme surnaturel. « Ce n'est pas sa première fois », murmura-t-il, ajoutant une note à son brouillon. Femme en Una ne réagit pas. Elle observe, comme si elle savait quelque chose qu'ils ignorent. Ciel juste. Alerte éthique. Vol AF3 192. Il posta le tweet, et en quelques secondes, les retweets commencèrent à affluer. Justice and vol apparut dans les tendances. Dans le cockpit, Pierre s'agaça devant l'écran de contrôle. Ça n'a aucun sens. On avait l'autorisation de la tour il y a 5 minutes. Son copilote, Julien Langlois, un homme plus jeune aux lunettes cerclées d'acier, fit défiler une notification sur le tableau de bord. « Commandant, ce n'est pas la tour. C'est ciel juste. Ils ont placé un verrouillage éthique niveau 1 sur notre code transpondeur. » Pierre fronça les sourcils. « Ciel juste? Ce n'est qu'un système de communication? Non? Quel rapport avec notre plan de vol? » Julien sembla hésiter. « Je pensais que c'était juste une surveillance passive, mais... Regardez. » Il lut la dernière ligne à voix haute. Origine de la commande. Authentificatrice exécutive. Dubois Amélie. Pierre pâlit. Dans la cabine, la tablette de Sophie cessa complètement de répondre. Accès refusé. Verrouillage, ciel juste actif. Ne pas outrepasser. Elle jura à voix basse et leva les yeux vers Amélie pour la première fois depuis 10 minutes. Dans ce regard, Sophie comprit soudain que cette femme n'était pas une simple passagère. Elle était le système lui-même. À l'arrière, Claire,
L'hôtesse novice sentit son cœur s'accélérer. Elle murmura à Marianne: « Elle a activé quelque chose, non? C'est ciel juste ?» Marianne, agacée, répondit: « Ne t'en mêle pas, Claire. Laisse les supérieurs gérer. » Mais Claire ne pouvait détacher ses yeux d'Amélie, fascinée par sa maîtrise. À la Défense, dans le centre de commande de Ciel Juste, 3 écrans géants s'illuminèrent d'alertes synchronisées. Camille Roche, directrice de l'intégrité des systèmes, se tenait devant la console centrale, son casque pressé contre l'oreille. « Confirmé, 200 appareils actuellement immobilisés », dit-elle. Son assistant hocha la tête, y compris l'AF392. Tous sous juridiction d'EGAC. Aucun vol international affecté pour l'instant. Camille haussa un sourcil. Et le déclencheur? L'assistant afficha un profil. Utilisateur. Dubois Amélie. Niveau d'authentification. Architecte exécutive. Protocole de verrouillage éthique niveau 1. Camille esquissa un sourire. Eh bien, Amélie vient de faire ce que la DGAC n'a jamais osé. Dans l'avion, Amélie ouvrit un nouveau panneau sur sa tablette. Ciel, juste, flux en direct. Vol AF3 192. Chaque membre d'équipage était désormais suivi en temps réel. Commandant Pierre Valmont. Échec à la désescalade. Hôtesse Sophie Laurent. Signalement non autorisé de passagères. Passager Philippe Garnier. Harcèlement basé sur la classe sociale. Audio et vidéo enregistrés. Elle tapota l'écran. Confirmé téléchargement au conseil éthique d'EGAC. Oui, une vibration discrète. Téléchargement complet. Amélie ne sourit pas, ne soupira pas. Elle observa simplement les données se verrouiller. Comme une équation parfaitement résolue. À 3 rangées derrière, Philippe Garnier perdait de son assurance. Il tenta de rafraîchir son application boursière, aucun signal. Il lança un regard à Sophie, qui passa sans répondre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, irrité. Personne ne lui répondit. Même son voisin, un homme d'affaires discret, fixait le vide, sentant que quelque chose de plus grand se déroulait. Étienne posta une mise à jour. Source confirme. Verrouillage éthique DGAC sur AF392 déclenché par une authentificatrice de haut niveau. Ce n'est pas un simple retard. C'est une correction systémique. Ciel Justa. Justice Vol. Son téléphone vibra instantanément, retweeté par des blogs de voyage et des comptes de justice sociale. À l'avant, Claire montra le tweet à Marianne, qui fronça les sourcils. « C'est elle », murmura Claire. « La femme de Ciel Juste. » Personne n'avait besoin de prononcer le nom d'Amélie. La cabine avant l'avait déjà compris. Dans la tour de contrôle, un agent, François, fixait la liste croissante des vols immobilisés. Son superviseur s'approcha. « Dubois est à bord ?» François hocha la tête, et elle a activé un verrouillage de conformité à grande échelle. Le superviseur soupira. « Elle n'est pas juste une passagère. Elle est la conscience du système. » Pierre prit enfin le micro. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons un retard imprévu dû à des protocoles fédéraux. Merci de votre patience. » Sa voix trembla légèrement. Pas d'applaudissements. Juste des têtes qui se tournèrent vers Amélie. Elle leva les yeux. Non pour accuser, mais pour observer. Le vent tournait. À la DGAC, le rapport final de Ciel Juste arriva. Preuves enregistrées. Incident tagué. Voix capturée. Déposé par Dr Amélie Dubois. Rôle. Architecte. Authentificatrice finale. Une enquête fut ouverte. Sur le tarmac, l'air conditionné bourdonnait doucement. Amélie ferma sa tablette, toujours silencieuse. Mais dans ce silence, elle n'était plus seule. Elle avait le système. Et bientôt, le monde entier regarderait. Le tweet d'Étienne Martin, posté depuis la cabine de l'AF3 192, enflamma les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. En quelques heures, Justice Vol et Ciel Juste devinrent des tendances mondiales, relayées par des blogueurs, des activistes et même des passagers coincés dans d'autres aéroports. À Paris, dans un café du Marais, où les écrans de télévision diffusaient les dernières nouvelles, les clients s'arrêtèrent de boire leur espresso pour fixer l'écran. Une présentatrice de France 24, voix grave et regard sérieux, annonça « Une passagère, identifiée, comme le docteur Amélie Dubois, architecte du système Ciel Juste, a déclenché un verrouillage éthique sans précédent, immobilisant 200 vols à travers l'Europe. L'incident, survenu à bord d'un vol Air France, soulève des questions sur les pratiques discriminatoires dans l'aviation. Dans la salle d'embarquement de l'aéroport Charles de Gaulle,
où l'AF392 restait cloué au sol, les murmures des passagers se transformèrent en un brouhaha. Certains consultaient frénétiquement leur téléphone, d'autres lançaient des regards furtifs vers Amélie, toujours assise en ENA, son calme imperturbable, contrastant avec l'agitation ambiante. Elle n'avait pas dit un mot depuis l'incident, mais son silence parlait plus fort que n'importe quel discours. Sa tablette, posée sur ses genoux, affichait des alertes en temps réel. Ciel juste, surveillance active, 200 vols suspendus. DGAC, notifié. Conseil éthique en session d'urgence. Amélie tapota l'écran, ouvrant un journal numérique où chaque interaction dans la cabine était enregistrée. Commandant Pierre Valmont. Non-respect des protocoles de désescalade. Hôtesse Sophie Laurent. Signalement injustifié. Passager Philippe Garnier. Comportement hostile. Biais social. Détecté. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la vérité, et Ciel Juste était son arme, un système qu'elle avait conçu dans l'ombre des laboratoires parisiens, fruit de nuits blanches et d'une conviction inébranlable que l'équité ne devait pas être un luxe. Dans le cockpit, Pierre Valmont, rouge de frustration, s'adressait au contrôle aérien via son casque. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « verrouillage éthique » ? « No sommes un avion, pas un tribunal ». La voix à l'autre bout, celle de Marc, un contrôleur expérimenté de la DGAC, restait posée mais ferme. « Commandant, votre vol est sous verrouillage niveau 1 de Ciel Juste. Aucune autorisation de décollage ne sera accordée tant que l'enquête éthique n'est pas résolue. » Pierre arracha son casque, jurant à voix basse. À ses côtés, Julien Langlois, le copilote, fixait l'écran du tableau de bord où une alerte clignotait. Origine du verrouillage. Authentificatrice exécutive, Dr Amélie Dubois, siège 1A. « C'est elle, » murmura Julien, presque incrédule. « Elle n'est pas juste une passagère. » Pierre serra les dents, refusant de regarder vers la cabine où Amélie restait immobile, comme une statue surveillant un échiquier. Dans le galet avant, Sophie Laurent, dont l'assurance s'effritait, tapait désespérément sur sa tablette, toujours bloquée par le message. Accès refusé. Verrouillage éthique actif. Elle murmura à une collègue, Marianne. Comment une passagère peut-elle faire ça? Marianne, plus âgée et blasée, haussa les épaules. Laisse tomber, Sophie. Ça va se calmer. Mais Claire Dupont, la jeune hôtesse en formation, n'était pas d'accord. Depuis le galet, elle observait Amélie avec une admiration grandissante. Elle avait entendu parler de Ciel Juste lors d'un séminaire à Orly, un système révolutionnaire qui surveillait les comportements en temps réel. Mais elle n'avait jamais imaginé le voir paralyser un vol. Claire, discrète dans son uniforme bleu marine, griffonna une note sur son carnet. Vérifier les protocoles DGAC pour les signalements de passagers. Soutenir la passagère en ENA. Elle hésitait, consciente que s'opposer à Sophie ou Pierre pouvait compromettre sa carrière naissante. Mais quelque chose en elle refusait de rester silencieuse. À l'arrière de la cabine, Étienne Martin continuait de filmer, son téléphone capturant chaque détail. Le regard fuyant de Sophie, la posture rigide de Pierre, et surtout, le calme surnaturel d'Amélie. Il posta une nouvelle mise à jour sur Twitter. Vol AF392 immobilisé. La DGAC confirme. Verrouillage éthique par Ciel Juste. Une femme en ENA, Dr Amélie Dubois, a déclenché une tempête sans dire un mot. Justice and vol. En quelques minutes, son tweet fut repris par Le Monde, Libération, et même des blogs internationaux comme Aviation Insider. Étienne, sentant l'ampleur de l'événement, contacta une amie journaliste, Marianne Lefebvre, une figure respectée du Figaro. « Marianne, tu dois voir ça », écrivit-il dans un message, joignant un extrait de sa vidéo. Cette femme n'est pas n'importe qui. Elle a littéralement arrêté le ciel. Marianne, installée dans un bureau vitré du siège du journal, visionna la vidéo, ses lunettes glissant sur son nez. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, avant de décrocher son téléphone pour appeler un contact à la DGAC. « Qui est cette Amélie Dubois et pourquoi personne ne m'a parlé de Ciel Juste avant ?» À la Défense, le centre de commande de Ciel Juste bourdonnait d'activité. Camille Roche, directrice de l'intégrité des systèmes, scrutait les écrans géants où des alertes s'accumulaient. Confirmé. 200 vols immobilisés, ordonna-t-elle à son équipe. Un jeune analyste, Lucas, hocha la tête. Tous sous juridiction DGAC. L'AF392 est le point d'origine. Déclencheur. Dr Amélie Dubois, authentificatrice exécutive. Camille ajusta son casque, son regard acéré. Elle a activé un verrouillage niveau 1. C'est du jamais vu. Lucas fit défiler un rapport, preuves téléchargées, audio, vidéo, log d'interaction, recommandations, audit complet d'Air France. Camille hocha la tête. Envoyez tout à la DGAC et au Conseil éthique européen.
et prévenez l'OACI à Genève. Ça va faire des vagues. À l'aéroport, l'ambiance dans la cabine de l'AF392 devenait électrique. Les passagers, d'abord silencieux, commençaient à s'agiter. Une femme en rangée 4 murmura « Pourquoi on ne décolle pas ?» Un homme d'affaires en 2C tenta de se connecter au Wi-Fi de bord. Rien. « On est toujours en embarquement ?» demanda quelqu'un. « Non, » répondit un autre. « La porte est fermée depuis 20 minutes. » Les regards convergèrent vers Amélie, qui restait immobile, sa tablette ouverte, ses doigts glissant sur l'écran avec une précision chirurgicale. Elle activa une nouvelle fonction. Surveillance publique activée. Données anonymisées transmises à la DGAC. Elle tagua l'incident avec des mots-clés. Discrimination systémique. Non-respect des protocoles. Biais social. Chaque tag était une flèche, précise et irréfutable. Dans la rangée 5, Philippe Garnier, dont l'arrogance s'effritait, se pencha vers sa femme. Elle fait une scène pour rien. Pourquoi ne la déplace-t-il pas? Sa femme, moins sûre, murmura, et si elle avait raison, regarde, l'avion ne bouge pas. Philippe ignora son commentaire, mais son assurance vacillait. Il tenta de nouveau d'accéder à son application boursière, toujours aucun signal. À l'avant, Sophie, désormais en sueur, s'approcha du cockpit et chuchota à Pierre. « Ma tablette est bloquée. Même l'accès au manifeste est gelé. » Pierre, fixant l'écran du cockpit, vit une nouvelle alerte. Vol AF392. Suspension prolongée. Verrouillage éthique, ciel juste. Origine. Docteur Amélie Dubois. Il sortit du cockpit, son regard croisant celui d'Amélie pour la première fois. Elle ne scia pas. Il retourna à l'intérieur sans un mot. Dans la cabine, Claire, la jeune hôtesse, prit une décision. Elle s'approcha discrètement d'Amélie, feignant de vérifier les bagages à main. « Madame Dubois, murmura-t-elle, je crois que vous avez raison, ils n'ont pas suivi les règles. » Amélie leva les yeux, surprise par l'audace de la jeune femme. « Merci Claire, » répondit-elle doucement, lisant son badge. « Restez vigilante. Le système voit tout. » Claire hocha la tête, son cœur battant. Elle retourna au galet, déterminée à agir si l'occasion se présentait. À Paris, Marianne Lefebvre, la journaliste, reçut une réponse de son contact à la DGAC. Amélie Dubois est l'architecte de Ciel Juste. MIT à 19 ans, consultante pour l'ESA à 24 ans, fondatrice de Ciel Juste à 28 ans. Elle a vendu une version du système à la DGAC, mais elle est restée discrète. C'est une visionnaire. Marianne, fascinée, commença à rédiger un article. Une passagère immobilise 200 vols. L'histoire d'Amélie Dubois et de Ciel Juste. Elle envoya un message à Étienne. « On va à Genève. L'OACI doit entendre ça. » Étienne, toujours dans l'avion, répondit « Je viens avec toi. Cette histoire est plus grande que nous. » Dans le même temps, un nouveau personnage entra en scène. Jean-Paul Moreau, professeur émérite d'aéronautique à l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. Ancien mentor d'Amélie, il suivait l'incident depuis son bureau, où un écran affichait les alertes de Ciel Juste. « Elle l'a fait, » murmura-t-il. Un sourire aux lèvres. Il envoya un email à Amélie. « Je serai à Genève pour la conférence de l'OACI. Ton système change tout. Compte sur moi. » Amélie, lisant le message sur sa tablette, sentit une vague de chaleur. Jean-Paul avait cru en elle quand les investisseurs parisiens la rejetaient, la qualifiant de « trop idéaliste ». Maintenant, son idéalisme faisait trembler les cieux. Dans les bureaux d'Air France à Roissy, la panique s'installait. Le vice-président des affaires corporatives, Antoine Dubois, aucun lien de parenté avec Amélie, aboya dans une ligne sécurisée. « Nous devons publier un communiqué maintenant. » La directrice juridique, Élise Vasseur, était livide. Si Dubois est à bord et que nous l'avons signalé, c'est une violation directe de la clause d'équité des passagers. Elle a créé le système Antoine. Le directeur de la communication murmura. Les réseaux sociaux appellent ça une mise à terre systémique. Justice Envol est en tête des tendances. Le PDG entra, desserrant sa cravate. « Appelez les avocats », dit-il simplement. À Bruxelles, le Parlement européen commença à discuter de l'incident. Une sénatrice française, Isabelle Delacroix, membre de la Commission des Transports, exigea un rapport complet. « Je veux parler à Amélie Dubois en personne », déclara-t-elle. À la Défense, Camille Roche, toujours au centre de commande, sourit en lisant les rapports entrants. « Elle a anticipé tout ça », murmura-t-elle à Lucas. Elle a construit les outils et la gâchette. Dans l'avion, le pouvoir basculait. Sophie, désormais nerveuse, s'approcha d'Amélie,
sa tablette toujours inutilisable. Madame, nous pouvons régler ça, tenta-t-elle. Mais Amélie ne leva pas les yeux. Elle ouvrit un panneau média sur sa tablette où un communiqué prêt, écrit attendait. J'ai été signalée, humiliée, étiquetée comme perturbatrice. Mais le système qui m'a jugée m'appartient car je l'ai construit. Et maintenant les cieux regardent. Elle programma sa publication pour dans 3 minutes. Étienne, depuis la rangée 8, posta une nouvelle vidéo. Elle n'a pas crié, elle n'a pas lutté, elle a activé la vérité, et la vérité a cloué les avions au sol. Son nom est Amélie Dubois, ciel juste. À Paris, les chaînes d'information s'emballèrent. Une présentatrice de BFM TV lança « Si vous nous rejoignez, un gel éthique sans précédent a immobilisé 200 vols. » Au centre, une femme peut être la protestation la plus silencieuse de l'histoire de l'aviation. Yeah. Le communiqué d'Amélie fut publié à l'heure exacte. En 2 minutes, il atteignit 2 millions de vues. La DGAC le retweeta. Ciel juste émit une déclaration officielle. Et 5 grandes compagnies aériennes européennes programmèrent des réunions d'urgence pour discuter du protocole Dubois. Amélie ferma l'onglet, s'adossa à son siège et, pour la première fois, s'autorisa à respirer profondément. Elle n'avait pas seulement immobilisé un avion, elle avait mis fin aux excuses d'une industrie entière. Et désormais, le ciel ne serait plus jamais neutre. La salle de l'Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, à Genève, vibrait d'une énergie rare, un mélange de tension et d'anticipation. Les délégués de plus de 60 nations, ministres de l'aviation, régulateurs éthiques, PDG de compagnies aériennes, experts en conformité des données, s'étaient réunis, leurs regards convergeant vers une chaise discrète au centre de la scène, marquée d'un simple écriteau. Docteur Amélie Dubois, architecte de ciel juste. Amélie, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre mais impeccablement coupé, ses cheveux noirs tirés en un chignon élégant, traversa l'estrade sans un mot, sa tablette à la main. Elle n'était pas là pour impressionner, mais pour transformer. Autrefois reléguée à des panels secondaires dans des salles à moitié vides, elle était aujourd'hui l'oratrice principale, une figure dont le nom résonnait déjà dans les couloirs du pouvoir mondial. Avant de prendre la parole, elle s'arrêta un instant backstage, observant un moniteur privé où un délégué brésilien citait son travail sur l'accountability systémique, suivi d'un ministre kényan proposant ciel juste comme modèle pour réduire les biais dans les contrôles aux frontières. Une représentante de Singapour suggéra une adoption régionale du protocole Dubois pour des métriques d'équité intra-asiatique. Son nom n'était plus seulement dans le programme. Il était devenu une langue à part entière. « Prête ?» demanda Maya Hernandez, la responsable éthique de l'OACI, debout à ses côtés. Amélie hocha la tête, sans nervosité, sans hésitation. Elle avait déjà affronté pire que l'examen mondial. L'invisibilité. La voix du modérateur retentit. Elle n'a pas crié, elle n'a pas riposté. Elle a codé l'accountability dans le système lui-même. Veuillez accueillir le docteur Amélie Dubois. Lorsqu'elle monta sur scène, la salle se leva, non pas dans un tonnerre d'applaudissements, mais dans un respect silencieux, un hommage qui n'avait pas besoin de bruit pour peser lourd. Sa présentation était dénuée d'artifice. Pas d'animation clinquante, pas de statistiques spectaculaires, juste sa voix, claire et précise, comme une équation bien résolue. Le biais dans l'aviation n'est pas toujours bruyant, commença-t-elle. Parfois, il est procédural. Parfois, il est algorithmique. Et trop souvent, il est ignoré. Ciel juste n'a jamais été une question de revanche, c'est une question de visibilité. Elle dévoila le cadre mondial de conscience aérienne, un modèle collaboratif d'éthique intégrée, basé sur des données anonymisées de comportement, une sensibilité au contexte culturel et des boucles de rétroaction en temps réel pour les équipages et les passagers. Une diapositive montra comment les données des 200 vols gelés avaient révélé 4 failles systémiques invisibles auparavant. Des signalements non vérifiés, des formations d'équipage inadéquates, des plaintes de passagers ignorées et des biais implicites dans les protocoles d'embarquement. Un délégué murmura. Elle a cartographié la dignité humaine comme un espace aérien. Les questions fusèrent rapidement. La France. Comment prévenir l'abus des données? L'Afrique du Sud. Peut-on adapter cela au système de bus et de trains locaux? Le Japon. Envisageriez-vous d'ouvrir certaines parties de ciel juste en open source sous conformité internationale? Amélie répondit à chaque question avec la clarté d'une ingénieure, sans chercher à vendre, mais à expliquer. Lorsqu'on lui demanda « Pourquoi maintenant ?» elle répondit simplement « Parce que les cieux sont partagés, mais la dignité ne l'était pas jusqu'à présent. » Le lendemain, 19 pays,
signèrent un mémorandum d'intérêt pour l'accès global à ciel juste. 5 compagnies aériennes européennes s'engagèrent à tester des outils de rétroaction des passagers en temps réel. L'OACI annonça qu'Amélie servirait de conseillère technique pour son mandat de 3 ans. Pour une femme qu'on avait autrefois écartée des discussions politiques, l'ironie était palpable. Pourtant, elle ne fêta pas. Au lieu de cela, elle rencontra un petit groupe d'activistes et d'anciens employés de compagnies aériennes, venus de communautés marginalisées du monde entier. Une hôtesse transgenre d'Argentine, Sofia, lui confia « Vous avez rendu nos histoires visibles ». Un pilote noir à la retraite du Mississippi ajouta « Ils m'ont fait attendre 12 ans pour une promotion. Un seul gel de votre part, et ils ont réécrit les règles ». Amélie serra leurs mains, écouta, et répondit simplement « Ce n'est pas ma victoire. C'est une correction attendue depuis trop longtemps ». De retour à Paris, les médias français ne pouvaient s'arrêter d'en parler. Le Figaro titra « La femme qui a cloué un avion au sol et reconstruit les cieux ». France Inter qualifia Amélie de « architecte silencieuse de la réforme mondiale de l'aviation ». Une chaîne YouTube populaire, Récit d'équité, diffusa un documentaire de 30 minutes sur le vol AF392, l'audience à Genève et les retombées internationales. En 72 heures, il dépassa les 15 millions de vues, avec un commentaire en tête. Ce n'était pas une turbulence. C'était la justice qui décollait. Pourtant, les réactions n'étaient pas toutes unanimes. Des lobbyistes aériens français publièrent des éditoriaux anonymes dans les Échos, accusant Ciel Juste de créer un « état de surveillance privée ». Un sénateur conservateur qualifia le système de « justice populiste numérique ». Amélie ne répondit jamais directement. Elle n'en avait pas besoin. Les passagers, eux, parlaient pour elle. Sur Twitter, une femme raconta comment elle avait été forcée de vérifier son appareil médical à bord d'un vol low-cost. Un voyageur âgé décrivit avoir été privé de son repas spécial sans explication. Une femme enceinte partagea son humiliation d'être laissée sans ceinture adaptée. Chaque histoire était désormais capturée par Ciel Juste, et les scores des compagnies chutaient en conséquence. À Paris, Amélie retourna au siège de Ciel Juste dans le quartier de la Défense, un immeuble de verre et d'acier où les écrans clignotaient en permanence. Elle s'assit dans une salle de réunion, face à une nouvelle interface, l'indice de justice aérienne, IJA, une métrique en temps réel évaluant les compagnies, les équipages et même les passagers. Si un membre d'équipage accumulait des plaintes pour biais, son score baissait. Si une compagnie ignorait une plainte pendant plus de 24 heures, une pénalité était appliquée. Si un passager était retiré sans justification vérifiée, l'incident était enregistré de manière permanente. En 2 semaines, l'IJA fut intégré à 12 compagnies aériennes européennes. En un mois, 60% des vols domestiques français opéraient sous ce système. Les passagers commencèrent à consulter les scores IJA comme des avis TripAdvisor, choisissant leur compagnie en fonction de leur éthique. Vol équitable et Ciel Juste devinrent des hashtags incontournables. Les départements marketing des compagnies inondait le bureau d'Amélie de demandes de conseils et de partenariats. Elle ne prit aucun appel. À la place, elle lança la seconde phase de son plan, l'Institut de formation à l'éthique aérienne, IFEA, basé dans un ancien bâtiment administratif reconverti à Saint-Denis. L'IFEA était une première mondiale, un centre de formation reconnu par la DGAC pour certifier les équipages et les cadres en matière d'éthique. Le programme incluait la réponse aux biais comportementaux, la dignité des passagers en pratique, la surveillance informée par IA, la désescalade psychologique et la responsabilité restaurative. Ce n'était pas une punition, mais un apprentissage. Amélie sélectionna personnellement la première promotion, 42 individus de 14 compagnies différentes, allant d'anciennes victimes de discrimination à des employés ayant proposé des réformes éthiques. Parmi eux, Claire Dupont, l'hôtesse novice du vol AF392, désormais déterminée à changer la culture de son industrie. Lors d'une session, Claire raconta comment elle avait vu des collègues ignorer des plaintes pour éviter des conflits avec leurs supérieurs. « J'ai appris à Ciel Juste que le silence est aussi coupable que l'action », dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Un autre participant, un ancien pilote de chasse nommé Karim, s'ouvrit le 3e jour. « J'ai formé des équipages pendant 15 ans. On parlait de sécurité, jamais de dignité. Aujourd'hui, c'est différent. » Amélie, assise au fond, répondit doucement. Cette différence, c'est vous qui la portez désormais. À l'extérieur, les effets d'onde se propageaient. Air France perdit un contrat de voyage d'entreprise de 120 millions d'euros après que son score IJA
chuta sous la barre des 70. Lufthansa fut exclue d'une alliance mondiale en attendant un audit éthique. Pendant des années, les compagnies s'étaient cachées derrière des programmes de fidélité et des salons VIP. Maintenant, elles étaient jugées par ceux qu'elles avaient ignorés. Mais le changement n'était pas unilatéral. Les comportements des passagers évoluaient aussi. L'IJA suivait toutes les interactions. Lorsqu'un passager insulta une hôtesse philippine à Orly, son comportement fut signalé, son score affecté. Lorsqu'un homme refusa de s'asseoir à côté d'une femme voilée, l'incident fut documenté et escaladé. Le système n'était pas vindicatif, il était équitable. Tout le monde était responsable. À Paris, le bureau de la DGAC reçut une invitation du palais de l'Élysée. Amélie fut conviée à un briefing à huis clos pour intégrer les normes IJA dans les critères d'éligibilité des subventions publiques. Une ordonnance exécutive fut discrètement rédigée, exigeant que tout voyage aérien financé par l'État respecte un seuil minimum d'IJA. Pour Amélie, ce fut le premier signe d'un véritable changement institutionnel, pas seulement une façade médiatique. Ce soir-là, elle rentra chez elle, un appartement modeste dans le 11e arrondissement, loin des tours clinquantes de la Défense. Elle s'assit près de la fenêtre, laissant la brise parisienne caresser son visage. Les lumières de la ville scintillaient, et un avion passa au-dessus, ses moteurs grondant doucement. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit légère. Pas triomphante, mais en paix. Elle ouvrit sa tablette et vérifia les métriques IJA en temps réel. Score moyen d'empathie des équipages, 93,2. Taux de conformité éthique nationale, 95%. Indice de satisfaction des passagers, 4, 9, 5. Elle soupira doucement. De bons chiffres, mais elle savait que le travail était loin d'être terminé. Quelques jours plus tard, Amélie se rendit à un événement communautaire à Saint-Denis, organisé par des associations de défense des droits des passagers. La salle, un gymnase reconverti, était pleine à craquer. Des familles, des retraités, des étudiants, tous venus pour entendre celle qui avait changé les cieux. Une femme âgée, Madame Lefebvre, s'approcha, les yeux brillants. « Il y a 3 ans, on m'a refusé un siège adapté à mon handicap, dit-elle, sa voix tremblant. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai volé pour voir mes petits-enfants sans humiliation. Merci. » Amélie serra sa main, émue. « C'est pour vous que nous faisons cela, » répondit-elle. Un adolescent, Malik, leva la main depuis le public. « Docteur Dubois, je veux devenir ingénieur comme vous. Comment puis-je aider à rendre le monde plus juste ?» Amélie sourit, un rare sourire sincère. « Commence par écouter ceux que personne n'écoute. Ensuite, construis quelque chose qui les rend visibles. » La foule applaudit, un son chaleureux, authentique, loin des formalités des conférences internationales. Le lendemain, Amélie embarqua pour Tokyo, où elle devait rencontrer des cadres d'All Nippon Airways et des régulateurs asiatiques pour discuter de l'adoption régionale de Ciel Juste. À bord, une hôtesse la reconnut, une diplômée de l'IFEA. « Docteur Dubois, » murmura-t-elle, « je suis fière de faire partie de ce changement. » Amélie hocha la tête. Continuez à faire ce qui est juste. Assise en 3B, elle observa le tarmac défiler par le hublot. L'avion décolla, et pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux, laissant le bourdonnement des moteurs l'envelopper. Ce n'était pas seulement un vol, c'était un mouvement. Et au-dessus d'elle, les satellites Starlink transmettaient des données à Ciel Juste, veillant à ce que la justice prenne son envol à chaque instant. De retour à Paris, Amélie reçut un courriel inattendu du Conseil des Nations Unies pour la mobilité humaine. Objet: invitation à la keynote du sommet mondial. Le message était bref. Vous avez changé les cieux. Aidez-nous maintenant à changer la manière dont le monde se déplace. Elle fixa l'écran, un sourire discret aux lèvres. Elle n'avait pas seulement cloué un avion au sol. Elle avait donné des ailes à l'équité. Et pour la première fois, l'altitude semblait juste. L'histoire d'un ciel de justice n'est pas seulement une chronique de l'aviation moderne ou une fresque technologique. C'est une parabole puissante sur la dignité, la responsabilité et le courage individuel face aux injustices systémiques. À travers le parcours d'Amélie Dubois, une femme d'origine nord-africaine confrontée à la discrimination dans un cadre aussi universel que celui d'un avion, nous sommes invités à réfléchir à des questions fondamentales. Comment réagissons-nous face à l'injustice? Et quelles sont les responsabilités que nous portons, en tant qu'individus et en tant que société, pour corriger les torts autour de nous? En tant que Français, où l'égalité, égalité, est inscrite dans notre devise républicaine, cette histoire résonne profondément avec nos valeurs culturelles, tout en nous mettant au défi de les appliquer dans la vie quotidienne. Voici une réflexion en 1500 mots sur les leçons tirées de cette histoire
et leur application dans notre existence, suivi d'un appel à l'action pour un public vidéo. Le premier enseignement d'un ciel de justice réside dans la manière dont Amélie Dubois incarne une dignité silencieuse face à l'humiliation. Lorsqu'elle est injustement refusée en première classe, moquée pour son apparence et son statut présumé, Amélie ne cède ni à la colère, ni à l'autodéfense bruyante. Elle agit avec une retenue qui, dans la culture française, évoque une forme de noblesse intérieure, un mélange de stoïcisme et de maîtrise de soi, que l'on retrouve dans des figures littéraires comme celles de Camus ou de Sartre. Cette retenue n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle choisit de répondre par des faits, en activant Ciel Juste, un système qu'elle a conçu pour révéler la vérité sans avoir besoin de hausser la voix. Dans nos vies, combien de fois sommes-nous confrontés à des jugements hâtifs ou à des préjugés, que ce soit dans un cadre professionnel, social ou personnel? La leçon ici est claire. La dignité ne se mesure pas à la force de nos cris, mais à la puissance de nos actions. En France, où l'on valorise l'élégance dans le comportement et la parole, l'approche d'Amélie nous rappelle qu'il est possible de défendre ses droits sans perdre son sang-froid. Appliquons cela en répondant aux critiques injustes avec des faits, en restant fidèles à nos principes et en utilisant les outils à notre disposition, qu'il s'agisse de la loi, de la technologie ou simplement de notre voix raisonnée, pour rétablir l'équité. Le système Ciel Juste est au cœur de l'histoire, un outil technologique qui transforme l'abstrait en concret, rendant visibles les injustices souvent ignorées. Cette idée résonne avec une valeur française contemporaine, l'innovation au service du bien commun. La France, patrie des Lumières et d'une tradition d'ingéniosité, pensons à des figures comme Louis Pasteur ou aux avancées de l'aéronautique française, voit dans Ciel Juste une incarnation moderne de cette philosophie. Amélie, en tant qu'ingénieure, utilise la technologie non pas pour dominer, mais pour responsabiliser, pour donner une voix à ceux qui sont marginalisés. Dans notre quotidien, cette leçon nous pousse à réfléchir à la manière dont nous utilisons la technologie. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent être des outils de division ou des plateformes pour amplifier les causes justes, comme l'a fait Étienne Martin en filmant l'incident et en le partageant. À l'ère numérique, nous avons tous accès à des outils, smartphones, blogs, pétitions en ligne, qui peuvent révéler des vérités cachées. Prenons l'exemple des mouvements citoyens français, comme les manifestations pour la justice sociale ou les pétitions pour la protection de l'environnement. En tant que citoyens, nous pouvons apprendre à utiliser ces outils de manière stratégique, comme Amélie, pour documenter, sensibiliser et exiger des comptes, tout en restant ancrés dans une éthique de vérité et de respect. Un autre aspect marquant de l'histoire est le rôle des personnages secondaires, comme Claire Dupont, l'hôtesse novice, et Étienne Martin, le blogueur. Leur soutien, bien que discret au départ, est crucial pour amplifier l'impact d'Amélie. Claire, malgré sa position subalterne, choisit de s'aligner avec la justice, tandis qu'Étienne utilise son influence pour porter l'incident à l'attention du monde. Ces actes rappellent une valeur française profondément enracinée. La solidarité. De la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale aux mouvements sociaux modernes, la France a une longue tradition de collectifs qui s'unissent pour défendre ce qui est juste. Cette leçon s'applique directement à nos vies. Combien de fois hésitons-nous à agir par peur de représailles ou parce que nous pensons que notre contribution est insignifiante? L'histoire nous enseigne que chaque geste compte. Comme Claire, nous pouvons choisir de soutenir les opprimés, même dans l'ombre. Comme Étienne, nous pouvons utiliser notre voix, que ce soit dans une conversation, un post sur les réseaux sociaux ou une action communautaire, pour amplifier les causes justes. En France, où les cafés et les places publiques sont des lieux d'échange d'idées, nous pouvons créer des espaces pour écouter et soutenir ceux qui luttent contre l'injustice, renforçant ainsi le tissu social de notre communauté. L'histoire met également en lumière une tension typiquement française. L'individu face au système. Amélie ne se contente pas de critiquer les pratiques discriminatoires d'Air France. Elle agit au sein du système, utilisant ses propres règles contre lui. Cette approche reflète une sensibilité française à l'égard de l'État et des institutions, où l'on attend des structures qu'elles servent le bien commun, mais où l'on reconnaît aussi que le changement vient souvent de l'intérieur, par des individus audacieux. Pierre Valmont et Sophie Laurent, en revanche, représentent ceux qui abusent du pouvoir que leur confère le système, révélant combien les institutions peuvent être vulnérables aux failles humaines. Dans nos vies, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, partie intégrante d'un système, une entreprise, une école, une association. La leçon ici est de reconnaître notre responsabilité individuelle dans ces structures. Sommes-nous des complices passifs, comme Marianne, l'hôtesse qui préfère fermer les yeux? Ou sommes-nous des acteurs de changement, comme Amélie ou Claire?
En France, où les débats sur la laïcité, l'égalité des genres et l'inclusion sont constants, nous devons nous demander comment nos actions quotidiennes, dans nos lieux de travail, nos écoles, nos cercles sociaux, contribuent à renforcer ou à défier les injustices systémiques. Cela peut être aussi simple que de signaler un comportement inapproprié, de soutenir un collègue marginalisé ou de proposer des améliorations dans nos institutions. Enfin, l'histoire d'Amélie est une ode au courage de persévérer face à l'adversité. Rejetée dans les cercles académiques et professionnels, jugée sur son apparence et ses origines, elle transforme ses obstacles en carburant pour créer ciel juste. Ce thème du courage face à l'adversité est profondément ancré dans la culture française, que l'on pense à Jeanne d'Arc ou aux intellectuels qui ont défié l'ordre établi. Amélie incarne cette résilience, non pas par des actes héroïques spectaculaires, mais par une détermination méthodique et un travail acharné. Pour nous, cette leçon est un rappel que le changement est rarement instantané. Combien de fois abandonnons-nous une cause parce que les résultats tardent à venir? Amélie nous enseigne que la persévérance, même dans l'ombre, peut aboutir à des transformations mondiales. Dans nos vies, cela signifie continuer à défendre nos valeurs, que ce soit pour l'égalité, la justice climatique ou l'inclusion, même lorsque le chemin semble long. En France, où les manifestations et les grèves sont des expressions courantes de résistance, nous pouvons puiser dans cette énergie collective pour persévérer dans nos combats personnels et collectifs. Cette histoire d'Amélie Dubois et de Ciel Juste n'est pas seulement une inspiration, c'est un appel à l'action. Elle nous montre que nous avons tous le pouvoir de changer les systèmes qui nous entourent, que ce soit par un tweet, un regard compatissant ou une innovation audacieuse. Alors, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui? Partagez cette histoire avec ceux qui vous entourent. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous combattez l'injustice dans votre quotidien. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien à cette vision d'un monde plus équitable. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui redéfinissent ce qui est possible. Ensemble, faisons en sorte que chaque ciel, réel ou métaphorique, soit un espace de justice et de dignité. À vous d'agir.